Bien, nous allons commencer. Je pense que c'est le mieux. Je sais que vous voulez tous partir au plus tard à 2 heures. Donc, je tiens juste à vous rappeler, donc la conférence aura lieu en langue française, mais il y a une traduction en anglais parce qu'une oratrice parlera en anglais. Et donc, si vous avez des difficultés avec l'anglais, il y a également la possibilité donc, d'utiliser les casques pour une traduction de l'anglais vers le français. Donc, n'hésitez pas à vous servir du casque. La deuxième chose, j'espère que vous avez tous rempli le Mentimeter. Donc, je pense que nous allons découvrir tout à l'heure les résultats. Je vous rappelle donc qu'il y a 2 questions. Celle, selon vous, quels sont les groupes qui se sentent le plus discriminés? Vous avez au Luxembourg, vous avez un choix de réponse. Si possible, répondez vous ne pouvez répondre que 3 au maximum. Et la deuxième question est, selon vous, quels sont les lieux, situations dans lesquelles les discriminations sont les plus ressenties? Là également, il y a 3 réponses maximales. Nous allons les découvrir tout à l'heure. Alors, je tiens juste à vous rappeler que ce cycle de conférences sur le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg sont un cycle qui a été lancé par le ministère de la Famille et de l'Intégration en collaboration avec le LISER et le CEFIS. Et il s'agit surtout donc d'analyser les phénomènes ethno-raciaux ici à Luxembourg et en comparaison avec d'autres pays, surtout dans ce pays qui est un pays très plurilingue et multilingue et un pays d'immigration. Nous avons justement, juste pour vous rappeler, la Chambre des députés avait invité le gouvernement à réagir et à réaliser une étude nationale sur le racisme au Luxembourg. Et en 2011, un rapport exploratoire sur le sujet a été mené. Et donc, une partie de ce cycle de conférences est consacré justement à un peu mieux découvrir les différents aspects de cette étude et de les mettre en comparaison internationale avec les autres pays. La première conférence avait eu lieu le 19 septembre qui, elle, traitait du racisme et stéréotypes mis en perspective de la situation luxembourgeoise. Donc, un peu voir la comparaison dans la façon dont les autres pays saisissent justement ces phénomènes. Celle-ci, qui est la deuxième, portera donc sous le thème de discrimination ethno-raciale au Luxembourg et la perception de la population, quelle en est-elle, les perceptions de ces discriminations ethno-raciales, et surtout, je pense, un point qui avait déjà de la dernière fois été souligné, l'aide aux victimes, et voir un peu comment ça se passe aussi dans les autres pays, peut-être pour nous donner, peut-être amener des changements aussi à Luxembourg. Je vais tout d'abord me permettre de présenter nos invités. Nous avons 3 invités aujourd'hui, ce qui devrait normalement nous permettre de discuter un peu plus que la fois passée où nous en avions 4. On va un peu voir. Alors, nous avons d'abord Madame Vidé Beresné-Viuté. J'espère que j'ai bien. I will present yourself in English. She has a sociologist background. By training, and joined the European Agency for Fundamental Rights in 2011. Previously, she headed the Institute for Ethnic Studies in Lithuania, where she held academic research position at the University of Vilnius. Her current position is project manager at Equality Roma Social Rights Unit at the Agency for Fundamental Rights. Her field of expertise is equality and non-discrimination, racism, migration, survey methodology and survey research management. Ensuite, nous avons Monsieur Charlier, Patrick Charlier, qui nous vient de Belgique. Il est juriste de formation. Il a travaillé à la Ligue des droits de l'homme et d'abord comme conseiller juridique de 92 à 96, ensuite comme directeur de 96 à 2001. Depuis son arrivée à l'UNA, l'UNA est en fait un service public indépendant de lutte contre la discrimination et de défense de l'égalité des chances en Belgique. Donc, il a commencé à y travailler en 2001. Il a assuré différentes fonctions au sein de ce service et également à l'Observatoire des migrations avant de devenir coordinateur du département discrimination et enfin directeur. Il est également membre du conseil d'administration de l'EQINE, qui est le réseau européen des organes de promotion et de l'égalité, et il est membre suppléant du conseil central de surveillance pénitentiaire. Finalement,
notre invité luxembourgeois, si on peut dire, moitié luxembourgeois, moitié belge, Frédéric Doquier, économiste de formation, professeur à l'Université de Lille depuis 1987 à 2005, à l'Université catholique de Louvain de 2005 à 2019, et il a rejoint le Luxembourg, l'Institut de Socio-Economic Research, LISER, en 2019. Actuellement, il dirige le programme Crossing Borders, au LISER, et il est professeur à l'Université de Luxembourg. Sa spécialisation sont les travaux sur les déterminants des flux migratoires, sur les conséquences socio-démographiques et économiques pour les pays d'origine et pour les pays d'accueil. Et il a également été l'un des acteurs de l'étude dont on va parler sur le racisme au Luxembourg. Alors, avant de commencer et que chaque intervenant puisse présenter un peu sa présentation, donc je propose que nous allons découvrir les résultats du Mentimeter. Donc, la première question qui est celle, selon vous, quels sont les groupes qui se sentent plus discriminés au Luxembourg? Nous allons découvrir cela. Donc, il semblerait, avec les 32, ce seraient les personnes de peau de foncé, voire noire, les personnes... il y en a encore qui sont en train de varier. Ensuite viennent tout de suite les demandeurs de protection internationale avec les musulmans, disons les musulmans un tout petit peu plus, et reviennent finalement les Portugais. Voilà, donc je propose qu'on prenne note un peu de cette situation. On va un peu voir si c'est confirmé aussi dans l'étude qui a été menée. Deuxième question, selon vous, quels sont les lieux de situation dans lesquels les discriminations sont les plus ressenties? Alors, il semblerait très clairement que le logement, et ça ne nous étonne pas, soit le plus important. Bien sûr, la recherche d'emploi également. Et finalement, le troisième en position reviennent les contrôles de police. Et d'ailleurs, ce sera un des sujets dont on va parler tout à l'heure aussi avec M. Charlier, entre autres. Donc, et puis bien sûr, l'enseignement qui vient en quatrième position. Voilà, je pense que c'est intéressant comme input à cette conférence. Donc, nous avons pensé donner d'abord une perspective plus internationale et large, qui serait donc celle de Mme Vida Beresne-Vigiute. Donc, elle va surtout parler. I will continue now in English. You will speak about the surveys and the researches that the European Agency for Fundamental Rights made on discrimination, particularly on the risk for exclusion in the labor market and in housing. So that's a link with our survey, our little Mentimeter survey. And then also she will speak about very few victims, why so few victims report such incidents to their authorities or body, and finally about the racial profiling, which we also here saw that it is one preoccupation. So you can, if there. Donc s'il y a quelqu'un qui a un problème avec l'anglais, pas de problème, il y a une traduction donc de l'anglais vers le français qui est prévue. Il suffit juste de prendre un écouteur. Many thanks for the introduction. Many thanks for invitation and for the opportunity to present our work in Luxembourg and also to contribute to the discussions on the area of racism. So the presentation is based on the second European Union Minorities and Discrimination Survey, which was carried out some time ago, but mainly on the experiences of persons of African descent. And this refers to the report that we published in 2018, so-called Being Black in the EU, which is remains the first and the only comparative survey that provides data on the people of African descent. Although it's published some time ago, but it gives insights, some new insights, especially also after reading the Luxembourg study done by Lycée and Cephis. It gives new insight, and it still keeps its actuality, since it's the first report acknowledging that racism is specifically affecting persons of African descent. There are some details on the sample of the survey.
It represents nearly 6,000 respondents, persons of African descent in 12 member states at that time, with the country of birth or country of birth of parents as a proxy variables used for the sampling and for comprising the sample. But since 2020, we are also implementing another big survey, which is strongly based on EU-MIDAS-2. It's the survey on immigrants and descendants of immigrants, and which is now currently covered in 15 EU member states, because the other Roma survey covers the countries where we had Roma population surveyed. And we already received a request from the European Commission to publish the second edition of Being Black in 2023, next year. So it's quite quickly to be published. However, we were supposed to have the data already from the survey, but due to COVID restriction, the data collection in several countries got very complicated because the activities were stopped, the fieldwork was put on hold. We had huge delays, and in some countries, also neighboring Luxembourg, like France and Belgium, in Ireland, we completed the fieldwork only last month, end of September, which brings us to this position that we can't disclose any country-specific data before processing the whole sample and processing the data. But I would also can't refrain taking a chance to express our sincere gratitude and appreciation for the Luxembourg government, for the Ministry of Family and Integration, for the great cooperation and for possibility to have access to the best sample available, and with the government IT center, which ensured a really successful implementation of the survey. We give this example as exemplary of this, that it's possible, because there are many countries, some countries refrain to disclose the data, but actually it is possible to, and it's the best option that we can have. So many thanks. We stay committed to share the data when they are available, and also to share it in Luxembourg. So that being said, what is new in the survey, that we have a question on self-identification of a person of African descent, and from preliminary data we see that the majority of the target group of sub-Saharan Africans, they tend to self-identify with the African descent or being a black person. So in this presentation I will shortly present a series of the survey results, of the previous survey results, with respect to three thematic themes: discrimination, racist harassment and violence, and police profiling or police stops, just because it's the unique data that FRA surveys provide, and highlight a number of challenges which persons of African descent face in the EU and overall in the Luxembourg. And I know that the data were already presented in 2019 with a big conference here, but maybe just to give a bit of refresh and overview, and to see also the linkages what we've seen from other surveys. So talking about the discrimination, overall 39% of African descent in 12 member states covered felt racially discriminated against in the 5 years before the survey. We have these different timing scales, where, for example, in Luxembourg, the rate is 69%. That discrimination has been experienced due to the skin color, ethnic origin, or religion. What it's important maybe to note that out of these 12 countries, in 10 countries, it's nearly a half of the population, with except, for example, in Malta and UK at that time, where the rates are somewhat lower.
This prevalence is based on a series of questions asking about different areas of life, such as employment, housing, education, healthcare, and other services, and including also restaurants and shops. However, when we look at the reporting rates of the discrimination incidents where people have faced, so it's much lower, and on average 16% of African descent, of persons of African descent who have discriminated report their experience to any of the institutions. Again, there is some variety across the countries, with, for example, Finland having the highest rates of reporting, and that they have reported the most recent incidents, and Luxembourg somewhere in the middle. We do see that there are certain elements that affect reporting rates. One of them is education. The higher the education, the higher the reporting rates tend to be. Also, another aspect is awareness of the anti-discrimination law and awareness of any equality bodies in the countries where could take with the legal mandate to respond to discrimination complaints. And for example, around half of the people of African descent, they know at least one equality body in the country where they live. And again, there is some variety. And in Luxembourg, this share drops quite significantly down up to 12%. When we look to the areas, different areas of life where people say that they have experienced most of the discrimination, it reiterates also this short mentimeter that done. It's employment, housing, as well as education and other services. What we do, the survey data show that it's not a single situation, not the single area where people face discrimination. We do see overlaps across the different areas. And also, for example, the preliminary data of current survey shows that it also refers to repetitive experiences, that it's not a single distinctive experience that people have, but it's occurring and multiple cases that appear. As for example, to give some glimpse to the grounds of discrimination, again, when we are talking about this target group, about people of African descent, it's skin color and ethnic origin that is indicated as the main reason for discrimination. So that's being said, we can move shortly to another area of harassment and violence. When measuring harassment and violence, we indicated certain situations where people can face, for example, making offensive or threatening comments in person, threatening with violence, and also including some examples of cyber harassment, such as receiving comments or some comments being posted about the respondent. With regard to violence, it's a physical attack that is asked about. The survey data show that harassment in the 5 years is much more prevalent than the violence. The violence is a rarer event, and overall it's about 1/3 of people of African descent in these 12 countries that they experience any incident of racist harassment. And for the violence, it goes up to 5%. Again, we see some variety and difference between the country, where, for example, in Finland, it's around over 60%, in Luxembourg, about 50%, and and in some countries a bit lower. But what we see also from the data that experiences in person are much more frequent than experience online or on
or cybersphere, and this is also what the preliminary results of the current survey show, despite the fact that a lot of personal communication has shrunken during the COVID, but that still the experiences are mainly in person. However, when we look at the reporting of the racist harassment or racist violence, we do certain differences. But the main message is again that the majority of these incidents are not reported neither to the police nor to any other institution. As for harassment, its overall reporting rate is 14% of those who have experienced any of the harassment case, any harassment incident. For violence, it's a bit higher, it's 35%. Who indicate that they reported, but still it's quite low. We do see some difference in reporting rates across the gender. If for harassment, women and men report close on the same rate. So for violence, it's women who more often tend to report the cases and not the men, although the experience is that men are much more often experiencing the violence. And also, again, here, the educational factor plays a role where we see with the higher education, people tend to report more often. Also, when asked why the cases, the incidents were not reported to any on the institution, we hear the quite widespread reason, because people say that it happens all the time. It's nothing new or nothing special, that nothing would happen or change if reporting, suggesting that really there is a lot of remains to be done to encourage victims to report the racist harassment to relevant authorities and to receive certain assistance and advice in doing this. So that's about harassment, and let me then shortly cover the last piece of the survey findings, which deals with the encountering with the law enforcement, with the police in different countries. So overall, we see that 24% who have been stopped by the police in the 5 years before the survey, but out of those who were stopped, 44% believe that the last stop was racially motivated. It means that they have been stopped due to their race or ethnic origin. Again, there is a great variety across the countries, including both the experience of being stopped by the police. For example, in Austria, there seems much higher likelihood to be stopped for any reason by the police, but not necessarily and from the people of African descent, it's perceived as a racially motivated, but we do see different variety across the countries. But still, it remains quite high rate and perceived racial profiling. And this practice also undermines quite significantly the trust in the law enforcement, where we see that people in the countries where the trust is higher to the police tend to report the incidents more often, as for example in Finland, and vice versa, where in other countries where due to perceived racial profiling, the reporting rate is lower. So just and along with these results that I just shortly covered, the report includes some other indicators that could concern the situation that concerns the situation of persons of African descent in comparison to the general population, that also refers to some structural racism or indicators that show structural discrimination, which could be difficult to assess by respondent when, for example, responding to the survey questions.
And looking at the survey findings, we see that the results of the concerning experience of the discrimination, harassment, they are just intolerable with regard to the commitments that the EU and the national states take to combat the racism. We do see also the major gaps in the implementation of the both EU law and national law in ensuring that racial discrimination and criminalizing certain forms of racism are prohibited. And what we try to promote also the inclusive policy making, where it's rather creating, not developing policies for people, but working with people, working with target communities and the communities which are at the highest vulnerability or highest risk, to be also part in this struggle or fight of against racial discrimination and racism. So that's a short glimpse to the survey data and bringing some background overview. Thank you very much for your presentation. Nous allons, vous avez après les 3 présentations, nous allons faire des tours de questions. Donc, si vous avez des questions, notez-les. Vous allez avoir l'occasion de les poser. Je vais donc maintenant continuer avec Monsieur Patrick Charlier, qui va lui nous parler davantage des discriminations ethno-raciales, bien sûr, en Belgique. Au départ de la pratique de l'organe de promotion de l'égalité dans laquelle il travaille, donc, et il va un peu tirer les leçons des signalements qu'ils ont fait sur les formes de discrimination, du travail de monitoring socio-économique, entre autres, et du rapport sur les discriminations sur les afro-descendants que vous avez rédigé ou participé en Belgique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation, et ça me fait le plaisir de revenir au Luxembourg. Il y a une vingtaine d'années, mes parents ont vécu quelques années ici au Luxembourg, et j'ai appris à connaître et à découvrir ce pays, à l'apprécier. Donc je suis content d'être ici de retour grâce à cette invitation. Donc je viens d'UNIAS, c'est le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations. C'est pour ça qu'on s'appelle UNIA, parce que si je dois répéter ça, notre nom officiel, mes 15 minutes sont prises beaucoup trop rapidement. Donc on est une institution indépendante, on dépend donc des parlements. On a un conseil d'administration qui est composé de 21 membres, nommés par 6 parlements, et ça veut dire que nous allons présenter notre rapport annuel en Belgique, c'est cette singularité-là, dans 6 parlements différents. Le Parlement fédéral, wallon, bruxellois, on va jusqu'à Eupen, au Parlement de la communauté germanophone, et le Parlement flamand. On est un organe de promotion de l'égalité, mais on est aussi reconnu comme institution nationale des droits humains de type B. Nous nous appelons interfédéral, puisque l'ensemble des entités sont parties prenantes, et donc on est compétent. Jusqu'aujourd'hui, les choses vont changer, on est compétent pour l'ensemble des matières et l'ensemble des niveaux de pouvoir en Belgique. La Flandre a décidé de se retirer de l'accord de coopération et de créer sa propre institution. On est en plein dans l'actualité, puisque c'est cette semaine que le Parlement flamand va adopter le décret qui va se retirer de l'institution et créer une institution purement flamande, ce qui va, à nos yeux, rendre les choses plus complexes pour les citoyens, mais ça fait partie des dynamiques qui existent en Flandre. On est décentralisé, nous avons des points de contact décentralisés. Vous voyez même qu'on n'est pas tellement loin d'ici, puisqu'on a un point de contact à Arlon, pas de manière permanente, mais nous travaillons avec la possibilité de recevoir des signalements et de rencontrer des citoyens dans la province du Luxembourg. On est l'équivalent du Centre pour l'égalité de traitement. C'est notre homologue. Nous faisons partie tous les deux du réseau européen des organes de promotion de l'égalité qui s'appelle Equinet. Nous avons plusieurs métiers. Je vais aller assez rapidement là-dessus. Nous traitons des signalements individuels. Plus de 9000 signalements, et même en 2021, on est à 10 000 signalements que nous avons reçus. 10 000 signalements, ça veut dire 30 par jour, des gens qui nous appellent, qui vont sur notre site, etc., qui se plaignent de discrimination. On a ouvert en 2021 2400 dossiers, donc chaque signalement ne fait pas l'objet de l'ouverture d'un dossier.
On a parfois des signalements collectifs et puis il y a parfois des choses pour lesquelles nous ne sommes pas compétents. Et nous avons la possibilité d'agir en justice. Et donc, on a entre 15 et 30 actions en justice par an dans les matières de discrimination. Nous donnons des formations, nous avons un service d'accompagnement et de formation, et nous avons développé sur notre site internet un module idiv.be, qui est un module de e-learning sur les matières antidiscrimination, et donc sur la législation d'une part, mais également, c'est moins l'objet de la discussion aujourd'hui, sur la question du handicap et des aménagements raisonnables, et c'est un module qui est destiné essentiellement aux employeurs et aux responsables des ressources humaines pour pouvoir mettre en place des politiques d'égalité et de lutte contre les discriminations dans les entreprises, mais ça s'adresse également aux services publics. Et puis, nous avons pour mission de donner des avis et recommandations, et on formule, bon an, mal an, une trentaine de recommandations sur des projets, des propositions de loi, sur des politiques publiques, à l'issue d'enquêtes, d'études ou de recherches que nous menons. Et nous les portons régulièrement. J'aurai l'occasion d'en parler plus avant. Nous sommes compétents pour 17 des 19 critères protégés dans les législations antidiscrimination. Et vous voyez que nous sommes compétents pour les 5 critères qu'on appelle les critères raciaux, la prétendue race, la couleur de la peau, la nationalité. L'ascendance est un critère particulier qui couvre essentiellement les personnes juives. Ça peut couvrir aussi les gens du voyage qui ne sont pas d'origine étrangère et qui sont parfois depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7 générations en Belgique ou en Europe, puisque par définition, ce sont des gens qui circulent. Et donc ça, c'est le critère de l'ascendance, et aussi l'origine nationale ou ethnique. Vous voyez les autres critères pour lesquels nous sommes compétents. Il y en a 2 pour lesquels nous ne sommes pas compétents, c'est tout ce qui concerne les discriminations sur base du sexe et tout ce qui concerne l'identité de genre. Et alors, quand on parle, par exemple, des LGBTQI+, nous sommes compétents pour les LGB, et puis il y a une autre institution qui est compétente pour les TQI+, qui concerne l'identité de genre. Ça, c'est de la complexité aussi en Belgique, et c'est l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. On se trouve dans le même bâtiment, et donc on a des contacts très très réguliers, mais nous sommes 2 institutions distinctes. Et puis, nous ne sommes pas compétents pour les discriminations linguistiques sur base de la langue, le contentieux linguistique communautaire entre francophones et néerlandophones. La discrimination sur base de la langue est interdite, mais il n'y a aucun organe qui est désigné pour traiter ce type de discrimination-là. En Belgique, c'est une question hautement sensible, et donc lorsque le législateur a adopté les lois, il n'a désigné personne. Et on attend depuis 2007 qu'un organe soit désigné pour traiter de ce type de discrimination. Nous avons des dossiers, et vous voyez par critères que les dossiers liés aux critères raciaux, aux 5 critères raciaux, sont d'année en année le contentieux le plus important. Donc les personnes qui viennent chez nous, on voit que par rapport aux autres critères, que ce soit le handicap, l'état de santé, les convictions religieuses, la fortune, l'orientation sexuelle, etc., c'est les discriminations raciales, mais également les discours et les actes de haine, donc des agressions liées par une motivation liée au mépris, à l'hostilité à l'égard de la couleur de la peau, de l'origine, de la nationalité, etc. C'est ce qui arrive en tête chez nous, et donc ça reste une problématique centrale et importante en Belgique. Et vous voyez que c'est parce que dans le petit Mentimeter, il y avait le groupe des musulmans, par exemple. On a aussi une question liée aux discriminations, aux discours et actes de haine à l'égard des personnes musulmanes ou présumées telles, mais nous les enregistrons sur base des convictions religieuses et philosophiques. On n'assimile pas nécessairement ce type de discrimination au racisme. Ça peut être le cas. Parfois, les choses sont croisées et donc on peut faire plusieurs enregistrements, mais nous rapportons et nous traitons les choses de manière singulière, notamment parce que les mécanismes de protection ne sont pas les mêmes lorsqu'on est discriminé sur base de la couleur de peau, de l'origine ou les critères raciaux, et sur base des convictions religieuses. Les mécanismes de protection sont plus forts pour les discriminations raciales que pour les autres types de discrimination. C'est tiré d'une part de la législation belge, mais aussi des directives européennes, mais c'est également tiré du fait qu'il y a la Convention des Nations Unies visant à l'élimination des discriminations raciales qui oblige les États à avoir un seuil de protection plus grand pour les discriminations raciales.
Lorsqu'on croise les discriminations raciales, et uniquement les discriminations raciales avec les secteurs, vous voyez que nous avons d'abord en 2021 les biens et services. Derrière les biens et services, c'est le logement. On a vu dans le Mentimeter que les discriminations au logement arrivaient comme étant chez vous une réalité importante. C'est le cas chez nous en Belgique également. Vous voyez qu'en deuxième, nous avons vie en société et qui monte de manière extrêmement forte. La vie en société, c'est tout ce qui se passe dans la rue, dans les transports en commun, entre voisins, dans un cercle familial, etc. Ça a augmenté. Alors, ça ne veut pas dire que les discriminations raciales ont fortement augmenté en soi. Il y a là un effet manifeste de la pandémie, du confinement, où on a vu une évolution du type de contentieux auquel on a été confronté, et notamment le fait que dans toute une série de situations, des personnes d'origine étrangère étaient accusées de ne pas respecter les règles, de ne pas mettre le masque, d'être responsable, notamment dans des centres pour demandeurs d'asile. Il y a des bourgmestres qui ont refusé que les enfants de ces demandeurs d'asile aillent dans les écoles parce qu'ils estimaient qu'ils étaient porteurs du virus beaucoup plus que d'autres sans respecter les règles, etc. Et donc, ça, c'est cette indication-là sur cette évolution-là. Travail et emploi, il y a là une diminution, et là aussi, elle est ponctuelle. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que dans tous les dossiers liés au travail et à l'emploi, il y a une diminution parce qu'il y a eu beaucoup plus de télétravail, et donc moins de situations, notamment de harcèlement sur le lieu de travail. C'est un contentieux que nous avons beaucoup. Ce n'est pas uniquement les discriminations liées à l'accès à l'emploi, mais sur le lieu de travail, moins de discrimination dans l'accès à des formations, parce qu'il y a eu moins de formations, et donc cette diminution est liée également à la pandémie. Par contre, une augmentation des dossiers liés à police-justice, et là on a vu aussi dans le Mentimeter que c'est une réalité. Et là aussi, l'augmentation est un effet de la pandémie, puisque c'est la police qui était chargée de surveiller le respect des règles, et on a vu qu'il y a eu toute une série de contrôles plus au faciès qui étaient signalés, et notamment la mort d'un jeune qui a été poursuivi en temps de pandémie dans un accident, poursuivi par la police alors qu'il était sur un scooter. On a une diminution significative liée aux médias. Là, c'est quelque chose qui a à voir avec notre propre mode de fonctionnement et d'enregistrement. On avait une augmentation extrêmement importante des dossiers liés aux médias. C'est tout ce qui concerne la cyberhaine. Vous en avez parlé un tout petit peu, des questions de cyberhaine. On a changé notre méthodologie parce qu'en fait, à un certain moment, on était noyé de signalements, et donc on ouvre moins facilement un dossier et on travaille de manière plus structurelle sur les questions liées aux médias. Quand on parle de racisme, parfois je dis qu'il faut parler des sortes de racisme parce qu'il y a des singularités, et je vais vous donner ici quelques exemples de publications, de recherches ou d'études que l'on fait sur des phénomènes particuliers liés au racisme. Alors nous avons récemment publié une étude sur les discriminations à l'égard des personnes afrodescendantes. Nous avons fait cette recherche au départ de la casuistique et des dossiers que nous ouvrons, mais aussi au départ des données qui existaient, des données administratives sur la position des personnes afrodescendantes sur le marché de l'emploi, par exemple, aussi en matière de logement. Et donc là, il y a toute une série de données qui montrent qu'il y a là des discriminations spécifiques vis-à-vis des afrodescendants. Nous avons fait ce rapport dans la perspective d'une commission mise en place par le Parlement sur le passé colonial belge, et nous avons été auditionnés par cette commission. On a eu l'occasion de présenter ce rapport-là pour montrer que le passé colonial a aujourd'hui encore des conséquences sur les personnes afrodescendantes en Belgique au jour d'aujourd'hui. Un autre type de phénomène discriminatoire, c'est le rapport qu'on a appelé mesures et climat. Ça n'a rien à voir avec l'évolution climatique, aux réfugiés climatiques. Mesures et climat, c'est de prendre en compte l'impact des mesures qui ont été prises ou du climat de la société en général suite aux attentats que nous avons connus en France et en Belgique. On a été marqués par cela, et il y a toute une série de mesures qui ont été prises, et nous avons vu que le contentieux avait évolué, et notamment les personnes d'origine maghrébine ont fait l'objet de contrôles particuliers. Et pour vous donner une illustration, il y a des personnes d'origine maghrébine qui ont perdu
de manière abusive des habilitations de sécurité lorsqu'ils travaillaient dans des lieux comme des centrales nucléaires, comme l'aéroport, etc. Métiers pour lesquels il faut une habilitation de sécurité. Et on a eu toute une série de dossiers où des personnes ont perdu cette habilitation simplement en raison de leur origine. Nous avons aussi toute une série de dossiers liés à la clôture unilatérale de comptes bancaires sans justification, liés au fait qu'on avait l'impression que certaines personnes finançaient ou soutenaient le terrorisme, alors que quand on examine le dossier, il n'en était rien. Et donc ça, c'est un impact particulier sur les personnes arabo-musulmanes en Belgique liées aux attentats. Nous avons également remis un avis sur une proposition de résolution liée à l'antisémitisme, qui est une autre forme de racisme. L'antisémitisme se traduit beaucoup par des actes de haine et des discours de haine, mais très très peu de discrimination. Un juif ne va pas avoir de difficulté pour avoir un emploi, pour trouver un logement ou pour ouvrir un compte bancaire, au contraire d'autres groupes. Mais par contre, ils vont faire l'objet de violences, d'agressions, de menaces, de coups et blessures, de destruction de maisons, de voitures, etc. Et donc, on a un focus particulier sur l'antisémitisme et nous sommes en train de préparer un dossier à l'instar de ce qu'on a fait sur les afrodescendants, sur l'antisémitisme en Belgique. Un autre rapport que nous venons de faire avec d'autres, avec MIRIA, l'Institut fédéral des droits humains et d'autres organisations, et là c'est une autre forme de discrimination et de racisme, c'est ce qu'on peut appeler la xénophobie, c'est vis-à-vis des réfugiés ukrainiens, mais surtout des demandeurs d'asile et des demandeurs de protection qui ne sont pas ukrainiens. Il y a eu des avantages qui ont été offerts aux Ukrainiens, un accueil formidable qui a été fait, c'est très bien, mais les autres ont fait l'objet de différences de traitement et c'est des choses que nous mettons en place dans ce rapport. Pour vous donner une illustration, il y a d'autres exemples dans le rapport, c'est un groupe de mineurs non accompagnés qui va dans un parc d'attractions Walibi que vous connaissez peut-être. Les Ukrainiens peuvent rentrer gratuitement et tous les autres doivent payer. Au nom de quoi et comment, etc. Alors, soit ils peuvent tous rentrer gratuitement, ou alors tout le monde paye. Mais pourquoi est-ce que les Ukrainiens ne doivent pas payer ? On a reçu aussi des signalements comme quoi des instructions orales avaient été données au service de contrôle des parkings à Bruxelles en disant « vous n'allez pas verbaliser les plaques ukrainiennes ». Et donc, il y a comme ça toute une série de mesures, d'avantages qui sont donnés en dehors de tout cadre par rapport aux Ukrainiens. Donc, ça touche aussi à effectivement ce qu'on appelle la forme de xénophobie. Et enfin, dernier type de racisme, c'est vis-à-vis des Roms et des gens du voyage. Nous, on a été amenés à intervenir dans un dossier important, une opération qu'on appelait Strike, une grosse opération de police avec un impact majeur sur les gens du voyage, et notamment les femmes et les enfants, avec des saisies et même des ventes de caravanes, et donc des personnes qui perdaient leur logement du jour au lendemain, avec très peu d'accompagnement, avec une déscolarisation des enfants, et on a été amené à remettre des rapports dans ce cadre-là, notamment dans une procédure au niveau du Conseil de l'Europe. Autre publication, c'est le monitoring socio-économique. On vient de rendre public la semaine passée, la 5e édition du monitoring socio-économique. J'en touche un mot. Le monitoring socio-économique est une photographie de la position de l'ensemble de la population sur le marché du travail en fonction soit de son origine, soit de son passé migratoire. Quand je dis l'ensemble de la population, c'est de 18 à 60 ans, toute la population, donc ce n'est pas un sondage, c'est croiser les données qui se trouvent dans le registre de la population. Et dans le registre de la population, on a des informations sur la nationalité à la naissance, la nationalité des parents, la nationalité à la naissance des parents et parfois même des grands-parents, ce qui permet de toucher les 2e, 3e générations, même quand les gens sont belges et nés belges, mais ils ont un nom, une apparence physique qui le font percevoir comme étant d'origine étrangère. Et puis on croise ces données avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Et la Banque Carrefour de la Sécurité sociale donne toutes les informations que l'on peut avoir sur la relation que les personnes ont avec le travail. Est-ce qu'on est au travail, oui ou non ? Si je suis au travail, dans quel secteur ? Avec quel type de contrat ? Avec quel salaire ?
Est-ce que c'est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée? Est-ce que j'ai un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel? Et puis on a les données aussi liées au genre, et donc toutes ces données sont traduites au niveau du genre. Et quand on mélange les deux, on a 14 catégories de personnes. Il y a les Belges d'origine belge. Le Belge d'origine belge, c'est celui dont les deux grands-parents sont nés belges. Et si on a un des grands-parents qui n'est pas né belge, on est d'origine étrangère. La plus grosse partie des personnes d'origine étrangère en Belgique, d'origine étrangère selon cette définition, ce sont les Européens. Et les Européens d'Europe occidentale. On fait la distinction entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale, Europe de l'Est. Et puis, on a les Maghrébins, on a les Turcs, on a les personnes d'origine asiatique, les Américains, les Latinos, les Afrodescendants. Et donc, il y a comme ça 14 catégories. Et on voit, quand on croise les données, qu'il y a en Belgique une ethnostratification du marché de l'emploi. Ça veut dire qu'il y a une surreprésentation des Belges d'origine belge dans les secteurs qui rapportent beaucoup, avec des bons contrats dans des secteurs, par exemple le secteur bancaire et des assurances. Et par contre, dans d'autres secteurs, il y a une surreprésentation des personnes d'origine étrangère, dans le secteur du nettoyage, dans le secteur de l'intérim, là où il y a des travaux les plus précaires ou les travaux les plus lourds. Et on voit qu'il y a là une inégalité dans la participation au marché de l'emploi, ce qui nous permet de dire que c'est édition, c'est la 5e édition, donc ça fait depuis 11 ans qu'on présente les résultats de ce monitoring. La situation s'améliore petit à petit. Donc l'écart entre les personnes d'origine belge et d'origine étrangère a tendance à se réduire. Mais si on ne fait rien, on est parti pour 30, 40, 50, 60 ans avant d'arriver à l'égalité. On ne peut pas attendre cela pour toucher ces discriminations structurelles, ces discriminations systémiques. Et c'est pour ça que nous proposons toute une série de mesures pour promouvoir l'égalité et lutter contre les discriminations, comme par exemple la mise en place de tests de situation par l'inspection du travail pour détecter les mécanismes discriminatoires et leur proposer aussi de pouvoir utiliser les données et de faire ce qu'on appelle du data mining, et donc utiliser des données administratives pour détecter les secteurs dans lesquels il y a des mécanismes discriminatoires qui sont en cours, qui ne sont pas nécessairement conscients ni volontaires, mais qui sont là. On propose également la mise en place et d'aller plus loin dans les actions positives. Alors on ne parle pas de discrimination positive, mais d'actions positives, et donc c'est permettre à compétences égales de donner un avantage à des personnes qui sont dans des groupes qui sont en situation plus défavorable jusqu'au moment où on arrive à l'égalité. Mais nous proposons également d'intégrer dans la loi sur le bien-être au travail, quand on oblige les employeurs à avoir un plan pour prévenir le mal-être au travail et pour promouvoir le bien-être, d'intégrer un volet obligatoire de lutte contre les discriminations, chose qui n'existe pas aujourd'hui. C'est des propositions que nous avons formulées la semaine dernière. Nous avons fait un rapport également sur la sélectivité policière, avec une recherche-action dans une zone de police à Bruxelles, où une chercheuse a travaillé pendant 2 ans avec la zone de police pour observer quelles étaient la pratique des services d'intervention. Et là aussi, on a toute une série de recommandations. On a un rapport, enfin, dans le secteur de la santé, et notamment de promouvoir ce qu'on appelle les compétences transculturelles dans le cursus d'apprentissage dans le secteur de la santé pour les infirmiers, les infirmières, les médecins, etc., d'apprendre cela. Une recommandation que nous avons, qui est la plus ancienne, c'est l'adoption d'un plan d'action national ou interfédéral contre le racisme. On n'y est toujours pas. C'est une recommandation qu'on formule depuis 2001 de la Conférence mondiale contre le racisme à Durban. C'est lié à la complexité belge. Alors l'État fédéral a son propre plan d'action, la région bruxelloise a son propre plan d'action, etc. Ça part un tout petit peu dans tous les sens et nous invitons l'ensemble des entités à regarder dans le même sens pour lutter contre le racisme et les discriminations raciales. Et nous avons également développer des données sur l'inégalité, l'égalité et la discrimination en Belgique en mettant en place un data hub sur l'égalité, sur un projet qui a été financé par l'Union européenne, mais on entre dans le 2e volet qui est financé par l'État fédéral aujourd'hui, Improving Equality Data Collection in Belgium. C'est un outil que vous allez trouver sur notre site et sur lequel il y a moyen, avec un moteur de recherche, de pouvoir trouver
toutes les études, les recherches et les données sur l'égalité et sur la discrimination, et on peut travailler par région, par secteur, par critère, quel type de données, dans quelle langue, etc. Et de nombreux rapports de l'Agence des droits fondamentaux se retrouvent dans le Data Hub quand il y a des données qui concernent la Belgique. Je vous remercie de votre attention et j'espère n'avoir pas été trop long. Merci beaucoup. Je vous rassure, à Luxembourg, nous n'avons pas non plus un plan national d'action, donc pour une fois, on est au même niveau que la Belgique. Alors, on va maintenant passer au troisième orateur, qui sera donc Frédéric Tauquier, qui lui va nous parler plus particulièrement donc, de l'enquête sur le racisme et les discriminations menées par le LISER, et plus ciblée sur les perceptions de discrimination qu'ont les victimes. Et donc, à toi la parole. Ok, merci Laurent. Donc, parlons du sujet qui fâche ou qui pourrait fâcher ici au Luxembourg, la discrimination à caractère ethno-racial dans ce pays. Donc, je vais adresser 3 questions aujourd'hui. Quelle est l'ampleur de cette discrimination? Quels sont les groupes les plus susceptibles d'être à risque? Et est-ce qu'il y a un niveau de conscience collective élevé dans la population par rapport à cette thématique? Donc, je vais m'appuyer assez fortement sur l'enquête qu'on a menée au LISER sur le racisme et les discriminations, qu'on a coordonnée avec Michel Téniquet. Michel a présenté le volet racisme et stéréotypes le mois dernier, et moi je vais présenter le volet discrimination aujourd'hui. Alors, quelques éléments de contextualisation pour commencer, puis après je vous parlerai du ressenti des résidents ici au Luxembourg en tant que victimes de discrimination, le ressenti en tant que témoins de discrimination, et puis une brève conclusion selon le temps que Laura me laissera à la fin. Alors, contextualisation, c'est clair que la discrimination, c'est illégal, c'est interdit, donc les accords de gouvernement, mais aussi les lois sur l'égalité de traitement, dénoncent, condamnent les formes de discrimination et encouragent la population à dénoncer toute forme observée de discrimination. Et pourtant, quelles que soient les enquêtes qui sont menées dans tous les pays européens, vous avez eu un exemple de comparatif ici avec Vida, toutes les enquêtes montrent que la discrimination reste un problème majeur, et en particulier, la discrimination à caractère ethno-racial est un problème qui persiste dans les sociétés. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça, un rejet de la diversité, des campagnes de désinformation, et en particulier en période électorale, des partis d'extrême droite qui assignent pas mal de mots à la population immigrée. Et puis on a évoqué le mois dernier la possibilité, c'est une hypothèse très probable, d'un système de reproduction systémique des discriminations et du racisme à travers la structure hiérarchique de nos organisations publiques, politiques, privées, à travers l'éducation, à travers la diffusion des normes entre ou à l'intérieur des générations. On peut avoir donc une perpétuation des biais inconscients qui peuvent même générer des prophéties autoréalisatrices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que l'immigré se comporte d'une certaine façon, et dans ma manière d'aborder et d'interagir avec l'immigré, je vais le pousser à se comporter de cette façon. Le fait que ce soit illégal implique que ça risque aussi d'être un phénomène très invisible. Vous allez voir que l'invisibilité est un problème très sérieux ici au Luxembourg. Et donc en sciences sociales, mesurer les discriminations à caractère ethno-racial, c'est un problème qui est méthodologiquement très complexe. Idéalement, on devrait utiliser des méthodes expérimentales pour éliciter ces pratiques discriminatoires. J'en parlerai un tout petit peu dans la conclusion. En général, on part sur des enquêtes qui ne font que appréhender le ressenti et les perceptions de la population. Alors c'est de cela dont il va s'agir. Aujourd'hui, je vais parler de l'enquête sur le ressenti qu'on a menée au LISER, une enquête qui a été initiée par la Chambre des députés. Ils ont mandaté le MIFA pour coordonner cette enquête, et le MIFA nous a demandé de traiter le volet quantitatif de cette enquête, le CEFIS devant traiter le volet qualitatif. Et le déclencheur, selon moi, de cette demande de la Chambre des députés, c'est clairement cette enquête Being Black in Luxembourg qui a fait énormément de bruit. Vida a rappelé les principaux résultats de cette enquête. Vous avez vu que 69% de la population de couleur noire ou d'afro-descendants, pour être plus précis, ressent une discrimination au Luxembourg dans un des secteurs de la vie sociale. 69% sur les 5 dernières années, 50% sur les 12 derniers mois, c'est 2 fois la moyenne européenne. Alors il y a la raison objective à ça, on peut revenir là-dessus à la fin, mais ça veut dire que le Luxembourg est plutôt mal positionné dans ce classement.
Alors, juste quelques mots pour ceux qui n'étaient pas là le mois dernier sur l'enquête quantitative qu'on a menée. Je tiens aussi à souligner, comme Vida, qu'on a eu une excellente interaction avec le MIFA et avec la Chambre des députés. Donc on a eu vraiment toute l'autonomie pour définir notre stratégie d'identification et la stratégie de stratification et d'échantillonnage, construire le questionnaire, et puis on est allé vers le MIFA, vers la Chambre des députés pour recevoir des commentaires. On a ajusté, mais ils nous ont laissé vraiment travailler avec beaucoup d'autonomie. Avec 3 contraintes néanmoins. La contrainte numéro 1, c'était de couvrir l'ensemble des résidents adultes du pays, donc à la fois les luxembourgeois, les européens et les non-européens. La deuxième contrainte, c'était d'être très précis le plus précis possible au niveau statistique et d'être représentatif à la fois de la population globale, mais aussi de ces minorités à risque. Ce qui nous a finalement amené à, disons, trouver une façon d'échantillonner qui permet donc d'être précis aussi sur les minorités à risque. Donc sur les 15 000 personnes qu'on a échantillonnées, 8 500 sont représentatifs de la population globale du Luxembourg, mais on a suréchantillonné 1 500 Portugais et 5 000 non-européens pour être sûr que les données et les résultats qu'on puisse extraire, disons, pour ces groupes soient aussi estimés de façon relativement précise. Et la troisième contrainte, pour des raisons budgétaires et pour des conditions sanitaires, c'est que cette enquête a été menée de manière online. Et quand on mène une enquête de façon online, ça entraîne quand même quelques ajustements. Les enquêtes online ne peuvent pas dépasser 15 minutes, sinon on voit les taux de réponse qui chutent considérablement. Et on doit utiliser des concepts très simples dans les enquêtes online, facilement compréhensibles par la population. Et c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas été dans le sens d'essayer de trouver les racines profondes du racisme et des discriminations, notamment cette reproduction systémique. Je pense que cette partie-là sera beaucoup mieux abordée dans la partie qualitative de l'enquête, mais on s'est vraiment concentré sur l'ampleur et sur les groupes à risque, l'identification des groupes à risque dans cette enquête. Donc voilà en gros pour clarifier un petit peu les choix que l'on a effectués dans ce travail. Alors si je devais donner une caricature ou une synthèse en 2 lignes de ce que Michel a montré il y a un mois, mais en gros, quand on interroge les individus au Luxembourg, les répondants au Luxembourg, le racisme idéologique et conscient, une vision un peu suprémaciste de la société, c'est une vision qui n'est pas supportée par les données. On a 4% de la population seulement. Or, c'est online, donc les gens peuvent se lâcher, il n'y a pas d'interaction face à face. 4% de la population qui reconnaît ou qui pense qu'il y a une hiérarchie entre les races. C'est 2 fois moins qu'en France avec exactement la même question. C'est beaucoup moins qu'en Belgique, même si la question en Belgique est posée de façon un peu différente. 15% des gens pensent que des réactions racistes sont parfois justifiées. C'est 3 fois moins que ce qu'il y a ailleurs. Et puis, une minorité, entre 5 et 10%, voudrait éviter un voisin ou un supérieur hiérarchique de type ethno-racial particulier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ce racisme idéologique suprémaciste, c'est la composante du racisme la plus difficile à combattre dans une société. Par contre, quand on interroge la population sur les stéréotypes, là, on remarque que les stéréotypes sont très fortement ancrés dans la population. La moitié des répondants pensent que certains groupes n'interagissent pas avec les autres. Entre 1/4 et 1/3 des répondants pensent qu'il y a des groupes auxquels on ne peut pas faire confiance ou qui ne respectent pas les règles de bon voisinage. Et en général, quand on demande quels sont ces groupes, les Roms arrivent en premier, ensuite les personnes de couleur noire, les musulmans et parfois les luxembourgeois. Alors, ce qu'on s'est demandé dans la partie discrimination de cette enquête, est-ce que tout ça se traduit par des comportements discriminatoires ? Oh, pardon. On pourrait finir là, si tu veux. Est-ce que tout ça se traduit par des comportements discriminatoires ressentis par la population ? Alors, voilà la question qu'on a posée. Au Luxembourg, vous est-il personnellement arrivé d'être la cible de discrimination en raison de vos caractéristiques ethno-raciales ? Et on a bien défini à chaque question ce qu'on entend par caractéristiques ethno-raciales. Alors, les gens peuvent dire oui, très fréquemment, de temps en temps. Et pour nous, même de temps en temps, c'est un oui. Ou bien alors, très rarement, jamais, pour nous, c'est un non. Okay ? Et on a posé cette question 8 fois, en distinguant ces 8 domaines de la vie sociale. Et vous avez là, sur le graphique, les pourcentages moyens dans la population nationale de gens qui ont répondu oui, je ressens une discrimination. Les pourcentages sont les plus élevés sur le lieu de travail et dans l'enseignement, puis ensuite dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, sur les réseaux sociaux, assez peu dans les contrôles de police
et très très peu dans le sport et loisirs et dans l'accès à la santé. Mais évidemment, ces pourcentages moyens, c'est la moyenne de la majorité, de la minorité. Souvent, ce sont des minorités qui sont discriminées, et les Luxembourgeois représentent 50% en fait de cette moyenne, hein, et 35% plus ou moins pour les Européens, 15% pour les ressortissants des pays tiers. Donc ce qu'on a d'abord fait, c'est identifier les deux catégories les plus extrêmes en termes d'origine, les natifs luxembourgeois et les ressortissants des pays non européens. Et là, vous avez cette comparaison. Donc le drapeau, la hauteur du drapeau, ça vous donne le sentiment des luxembourgeois. La barre du milieu, c'est la moyenne nationale. Et puis, donc la taille de l'histogramme est liée au comportement, au ressenti des non-européens. Et vous voyez que chaque fois, les non-européens ont un ressenti, ce n'est pas surprenant, beaucoup plus important que les natifs luxembourgeois. Les différences ne sont pas significatives quand on se concentre sur l'enseignement, sur les sports et loisirs et sur les contrôles de police. Par contre, les différences sont faibles mais significatives dans l'accès aux soins, et elles sont relativement importantes dans l'accès au logement, l'accès à l'emploi et sur le lieu de travail, donc une fois le contrat de travail signé. Et donc vous voyez que les réponses que vous avez données sur le Mentimeter sont relativement bien confirmées par ce graphique. Maintenant, on peut aller plus loin, parce que dans cette enquête, on a demandé aussi aux individus toute une série d'informations sur les caractéristiques personnelles, notamment le pays d'origine. On ne peut pas demander la couleur de peau aux individus dans une enquête, mais on peut leur demander de s'auto-identifier à certains groupes. Et donc, certains groupes se sont identifiés de religion musulmane ou bien de couleur noire. Et on peut exploiter cette auto-assignation, cette auto-identification des groupes, ou bien les différences par pays d'origine, pour identifier les groupes les plus à risque. Alors, quand on se penche sur les trois groupes les plus à risque qu'on a identifiés, on a being black, being Muslim and being a Portuguese in Luxembourg. Hein. Donc la population, et c'est très en ligne avec l'enquête Being Black in Luxembourg, la population la plus à risque, comme vous le voyez, c'est celle de gauche, là, c'est la population qui s'auto-identifie de couleur noire. Okay, et c'est très corrélé avec la part de la population originaire des pays d'Afrique subsaharienne. Où là, vous voyez que sur le lieu de travail, on atteint des chiffres de plus de 40%. Hein, donc presque la moitié de cette population ressent une discrimination. Plus de 35% pour l'accès à l'emploi, pour l'accès au logement. Environ un tiers dans l'enseignement. Et les résultats sont aussi significativement supérieurs à la moyenne dans les contrôles de police et dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Donc on n'est pas très loin de cette enquête Being Black si en fait on agrège tout ça. C'est ce qu'a fait Vida tout à l'heure dans son tableau, et qu'on identifie le pourcentage de personnes de couleur noire qui se sentent discriminées dans au moins un de ces secteurs, on arrive à 61%, et l'enquête Being Black de 2018, c'était 69%. Donc significativement très, très similaire, en fait, pas significativement différent de ce que l'enquête Being Black avait révélé. Mais il n'y a pas que Being Black qui est compliqué au Luxembourg. Being Muslim and Being Portuguese, c'est aussi compliqué. Donc au milieu, vous avez la population qui s'auto-identifie comme de religion musulmane. Les taux sont en général plus faibles, mais quand vous voyez sur les deux barres, accès à l'emploi et accès au logement, on est assez proche quand même de la population de couleur noire. Dans les contrôles de police, on a un ressenti plus important de la population musulmane par rapport aux autres groupes à risque. Donc, being Muslim in Luxembourg est aussi une source de discrimination ressentie qui est très importante. Et chez les Portugais, on ne s'attendait pas fortement, ou en tout cas de manière évidente à cela, mais on a retrouvé des chiffres très très importants et des différences significatives avec la moyenne dans toutes les dimensions. Il n'y a aucune de ces dimensions où les Portugais ne sont pas significativement, statistiquement supérieurs à la moyenne, et en particulier sur le lieu de travail de nouveau, mais surtout dans l'enseignement et aussi ou dans les contrôles de police et dans l'accès aux soins, les Portugais ressentent donc une discrimination, un traitement inégalitaire qui est important. Donc voilà les trois groupes à risque qu'on a identifiés avec les trois secteurs, le lieu de travail et l'emploi, le logement et l'enseignement, qui sont tout à fait conformes à ce que vous avez répondu dans le Mentimeter.
Quelles sont les principales expériences vécues? C'est très difficile de distinguer ce qui est discrimination et racisme ici. Je crois que tu as déjà parlé de ça le mois passé. En gros, ce ne sont pas des actes de violence physique. Ces actes de violence physique, c'est 6% en fait des actes répertoriés. Ce sont souvent un ressentiment de traitement inégalitaire, des paroles ou des gestes déplacés, des commentaires sur la façon de parler, sur la méconnaissance de la langue. Donc des choses qui sont assez difficilement à prouver et qui relèvent plus des interactions face à face. Et donc ce n'est pas très surprenant de voir que quand on demande aux individus « est-ce que vous avez déclaré ces expériences ?», là, 2/3 de la population qui se sent discriminée n'a pas déclaré ces expériences. Et elle ne l'a pas déclaré parce qu'elle juge ça inutile, pas suffisamment grave, manque d'informations, trop compliqué. 22% ne se prononcent pas et seuls 11% de la population affirment avoir déclaré ça. Et quand cette population le déclare, en gros, dans 60% des cas, c'est à des membres de la famille ou à des amis. Alors parfois, c'est la police, l'employeur, et on a seulement 3% des gens qui ont déclaré avoir disons, reporter ces discriminations au CET. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'on a affaire à un phénomène qui est assez sournois, de micro-agression, qui est très très peu visible, et on pourrait penser que cette invisibilité fait en sorte que la population luxembourgeoise ne se rend pas du tout compte que ces discriminations sont existantes, et qu'il y a une absence de conscience collective importante par rapport à ces phénomènes. Ce n'est pas ce qu'on trouve. Quand on interroge les individus en tant que témoins, pensez-vous qu'il y a de la discrimination ici au Luxembourg? Donc voici la question qui est posée. Avez-vous le sentiment que la discrimination s'exprime dans les activités, les mêmes activités énumérées que celles de tout à l'heure, de manière très répandue, rare ou n'existe pas? La proportion de gens qui pensent que c'est répandu ou très répandu, c'est la proportion en jaune qui est là, c'est la barre de jaune. Et à gauche, vous avez en fait la proportion de personnes de couleur noire, musulmans et de portugais qui ressentent être victimes de discrimination. Eh bien, en fait, la perception comme témoin de la population totale, elle est très très proche de la moyenne des groupes les plus racisés ou les plus discriminés. Donc, en général, on n'a pas de différence significative. Et vous pourriez dire, oui, mais la population totale, c'est un mix d'étrangers et de luxembourgeois et d'Européens. Alors, les Européens des pays frontaliers pensent qu'il y a moins de discrimination, mais les luxembourgeois ne pensent pas qu'il y a moins de discrimination. Quand les luxembourgeois sont différents de cette moyenne nationale en jaune, ils le sont même de manière plus importante. Donc, ils pensent qu'il y a un niveau de discrimination dans la société qui est plus important que ce qui est ressenti par les principales victimes. Donc on a un phénomène là qui est très très conscient, très très ancré dans les consciences collectives et qui est même parfois surestimé dans le cas de l'accès à l'emploi, réseaux sociaux par exemple, ou l'accès au logement. On demande aux individus aussi quels sont à votre avis les traits personnels qui génèrent cette discrimination. Pour les victimes, ils vont probablement parler des traits qu'ils ressentent être comme les causes de la discrimination vécue. Et pour les témoins, ça va être ce qu'ils ressentent comme les traits que la société assimile ou traduit en forme de discrimination. Et là, les moyennes, c'est qu'en gros, une personne sur deux, je dois préciser que les réponses ne sont pas exclusives, donc on peut cocher plusieurs cases et la somme ne fait pas 100%, mais une personne sur deux pense que la méconnaissance du luxembourgeois, la couleur de peau, les signes culturels distinctifs sont les principales causes de discrimination. Et puis 40%, ce qui n'est pas rien, pensent que la nationalité, l'origine supposée est aussi un facteur important. 30% méconnaissance du français, le nom et prénom, la religion, la religiosité. Et puis une minorité, moins de 20%, pense que la méconnaissance de l'allemand est le critère principal. Là, on a des différences entre les groupes. Les musulmans ne sont pas très différents ne sont pas significativement différents, si vous voulez, de ces moyennes. Par contre, la population de couleur noire va percevoir la couleur de peau, la consonance du nom et prénom et la nationalité, origine supposée comme des facteurs importants. Et pour les Portugais, c'est souvent la méconnaissance de la langue ou la façon dont la langue est parlée qui est ressentie comme un vecteur de discrimination. Donc tout ça varie un peu entre les groupes discriminés. Donc, vous voyez, c'est un peu la conclusion. Donc, on n'a pas trouvé d'évidence d'un racisme idéologique suprémaciste qui est une bonne chose, mais on a trouvé une évidence de stéréotypes qui sont très, très ancrés, de groupes qui ressentent cette discrimination de manière très marquée
et ça ne se démarque pas très très fort de l'enquête Being Black in Luxembourg, mais ça se généralise à d'autres groupes, et une conscience collective que cela existe. Et donc maintenant, que peut-on faire ? Les associations qui militent en faveur des publics racisés, qui défendent des publics racisés, c'est sûr qu'elles vont continuer à travailler, et il faut ce type d'association. Et c'est normal qu'elles travaillent pour combattre ce fléau. Mais par rapport aux autres groupes, si on prend la population du Luxembourg, que pense-t-elle de cette situation ? 50%, donc une personne sur deux au Luxembourg, et les Luxembourgeois ne sont pas différents de la population, souhaitent qu'il y ait plus de sanctions et plus d'identification de la discrimination. Et en gros, 70%, 70%, si vous préférez, de la population pense que de nouvelles décisions sont nécessaires, encourager la mixité, des formations à l'interculturalité et à la diversité, sensibiliser les acteurs importants de la société. Et ces pourcentages qui pensent que des actions sont nécessaires montent à 80% si on prend les 3 groupes les plus discriminés. Donc la population exprime une demande assez importante en termes d'intervention ou d'action. Les chercheurs, nous sommes prêts à contribuer à ça. Nous avons un intérêt scientifique à le faire et puis on est aussi concernés par cette problématique. On travaille actuellement sur les déterminants de ces perceptions et du ressenti. Il faut savoir que dans l'enquête Being Black in Luxembourg, par exemple, quand vous prenez la population de couleur noire du Luxembourg, la part de cette population qui est arrivée dans les 10 dernières années est 2 fois supérieure à celle de la moyenne européenne. Donc on a des gens qui viennent d'arriver, en gros. Et la part de ceux qui ont la citoyenneté est 4 fois inférieure à la moyenne européenne. Donc on ne compare pas les mêmes choses. Mais si les gens n'ont pas la citoyenneté, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une discrimination dans l'accès à la citoyenneté. Donc on va essayer de travailler de purger, si vous voulez, ces sentiments de variables objectives, comme l'éducation, comme l'âge, comme la citoyenneté, la durée de séjour, qui pourraient expliquer ces choses. Et il est vraisemblable que ce qui reste, la couleur de peau, la religion, etc., est en effet un peu moins important que ce qu'on a trouvé dans les chiffres. Par contre, le grand risque, c'est que on va identifier plusieurs causes et on rentre dans le domaine de l'intersectionnalité. Ça veut dire que beaucoup de personnes combinent différentes causes. Et quand on est, disons, musulman, de couleur noire, méconnaissance du luxembourgeois ou du français, on va combiner ces causes et la probabilité de ressentir une discrimination va être très, très importante. Je ne vais pas m'étendre sur l'expérimentation parce que je crois qu'on dépasse, on éclate tous les temps, mais il y a beaucoup de choses à faire en termes d'expérimentation si on veut éliciter et si on veut influencer ces discriminations. Monsieur Charlier a parlé des CV fictifs, des appels mystères, on appelle des agences immobilières par exemple, et puis on regarde s'il y a une discrimination. Donc tout ça peut être effectué pour évaluer la véritable discrimination, mais aussi ensuite pour corriger et sanctionner. Il y a des tests d'association implicite auxquels on peut soumettre des fonctionnaires, des enseignants, et regarder après si ces personnes qui ont des biais inconscients très importants, disons, donnent des scores ou bien se comportent de manière différente par rapport aux immigrés. En général, les informer peut jouer un rôle positif. On pourrait aussi utiliser des plateformes de recrutement où on a des vacances d'emploi postées par les employeurs, on a des candidatures postées par les travailleurs, et puis on regarde quand les employeurs ont un listing de candidatures qui matchent leurs demandes, s'ils cliquent plus facilement sur des luxembourgeois ou s'ils cliquent moins facilement sur certains groupes. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Maintenant, à chaque fois je pose... Maintenant, la main est disons, les décisions sont dans les mains des politiques. Il y a des choses qui sont en cours. Il y a un projet de loi qui vise à davantage sanctionner et reconnaître comme circonstance aggravante le caractère ethno-racial de délit ou de conflit. On a ces cycles de conférences où on fait de la sensibilisation, mais le public est vraisemblablement très sélectionné. Vous avez probablement des a priori très positifs par rapport à cette lutte contre le racisme et la discrimination. Des échanges institutionnels avec les acteurs clés du marché de l'emploi, du logement, de l'enseignement sont prévus et donc sont à programmer. Le pas d'intégration, c'est très bien. On a ici la promotion du vivre ensemble, de l'interculturalité. Et donc, mettre des gens ensemble, ça permet de démonter certains clichés, peut-être mieux qu'avec des campagnes anti-stéréotypes qui sont parfois contre-productives. Et la question, finalement, c'est est-ce qu'on devrait, dans le pan d'intégration, intégrer un pan anti-discrimination ? Si on le fait, il faut évaluer les mesures au préalable, et nous, chercheurs, nous sommes prêts à le faire. Donc, la collaboration entre les associations de terrain, les décideurs
et les chercheurs n'a jamais été aussi désirable qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien. Bien, nous sommes, il est déjà assez tard, mais on va tout de même laisser la parole à la salle. Je voudrais juste vous demander, si possible, d'allumer votre micro, parce que nous sommes en train d'enregistrer la conférence qu'on peut écouter sur le site du ministère. Et également, tous ces données, vous pourrez également les trouver, les PowerPoint sur le site. Donc, si vous voulez rechercher des choses, il n'y a pas de problème. Alors, je lance, j'aimerais bien plusieurs questions, comme ça je peux faire des tours. Alors, je vois que vous avez tout de suite levé la main. Peut-être un mot juste pour dire qui vous êtes. Micro, ça doit s'allumer en rouge. Oui, là, je pense. Pardon. Bonjour, mon nom est Amel Jaoui, je suis du ministère de la Justice, donc conseillère juridique au service droits humains, et donc nouvellement chargée aussi des affaires en matière de hate crime, hate speech, etc. Donc je vais poser une question ciblée à Monsieur Patrick Charlier pour un petit peu faire profiter aussi la salle peut-être de l'expérience de l'UNIA. Puisque nous avons aussi bouclé au niveau de l'ONU, du comité relatif à l'élimination de toute forme de discrimination. Donc un rapport était sorti et on a un certain nombre de recommandations depuis le mois de mai 2022. Et donc on a identifié un certain nombre de problématiques et de lacunes au Luxembourg qui se résumeraient très grossièrement à un manque de collecte de données et de statistiques ventilées, qui vont être la prémisse aussi pour effectuer des enquêtes de qualité ou qui aboutissent. Et effectivement, donc ça va être le problème de preuve. Maintenant, ma question, elle est pour vous. Quel est le taux de succès de vos affaires en contentieux? Donc, non seulement les signalements, mais les enquêtes qui aboutissent, tant les cas individuels que ce qui va influencer les politiques publiques. Ça, c'est la première question. Comme vous avez dit que vous êtes l'équivalent du CET, dans le rapport du CERD dont je vous ai parlé, le CET, malheureusement, n'a pas la capacité d'ester en justice. Donc, voilà. Donc, c'est un gros problème par rapport à ça. Ensuite, donc, taux de succès et à quel taux vos recommandations sont suivies par vos politiques, parce que vous faites du très bon travail, mais est-ce qu'il est entendu concrètement? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, on peut prendre plusieurs questions en même temps. J'avais vu tout à l'heure d'autres mains qui se levaient, non? Alors, ah oui, là-bas. Merci. Myriam. Allô? Oui. Donc Myriam Abayed de Fincapé. J'aurais une question à poser à Monsieur Dioquet et concernant donc peut-être une clé de lecture, ce qu'on entend par luxembourgeois natif. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en prendrai encore une troisième, sinon. Oui, là-bas. Merci. Poussez le bouton, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, je suis une bénévole pour l'intégration scolaire de jeunes réfugiés mineurs. Est-ce que cette situation malheureuse concernant l'enseignement, la discrimination du groupe des jeunes portugais à l'enseignement a déjà été expliquée et exposée aux ministre de l'Éducation nationale et aux parlementaires de la Commission de l'Éducation? Merci beaucoup. Donc, je propose qu'on va commencer à répondre. La dernière question étant bien sûr une question un peu plus spéciale. Bon, on verra qui va répondre. Monsieur Charlier, je crois la première question vous était adressée. Voilà. Ici, vous m'entendez? Celui-là. Voilà. Ah oui, le taux de réussite. Sur les actions en justice que nous menons,
il faut distinguer les 3 types de comportements qui sont interdits par la loi. Il y a la discrimination, donc ça c'est la différence de traitement non justifiée, donc on va refuser quelqu'un en emploi parce qu'il est noir. Le plus facile, c'est voilà, comme ça, il n'y a pas de. Donc, la discrimination. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, les discours de haine, c'est l'incitation à la haine, la violence ou la discrimination. Dans les discours de haine, on a également une loi sur le négationnisme. Hein, donc et puis, le négationnisme, la justification, l'approbation, la négation du génocide commis par le régime nazi. Mais il y a d'autres négationnismes qui sont aujourd'hui visés par la législation. Et puis, les actes de haine. Globalement, nous avons environ 60% de dossiers de discrimination, 25% de dossiers de discours de haine et 15% de dossiers d'actes de haine. Dans les dossiers en justice, dans les dossiers de discrimination, on essaye toujours systématiquement de rechercher une solution extrajudiciaire par la négociation et la conciliation. Par contre, lorsqu'on est dans des actes de haine ou les discours de haine, et certainement dans les actes, quand il y a des agressions, on ne va pas chercher à négocier, on va en justice en support des victimes qui sont... Alors, j'ai 2 chiffres à vous donner sur les actions en justice. Globalement, sur une dizaine d'années, sur l'ensemble des actions, nous avons un taux de réussite d'environ 75 à 80%. De manière complète ou partielle quand le dossier arrive au bout. Il y a une étude qui est menée par un consortium d'universités sur les dossiers uniquement de discrimination. Et donc, c'est le contentieux qui se trouve devant le tribunal du travail en matière d'emploi ou devant les tribunaux civils, discrimination en matière de logement, par exemple, Horeca ou d'autres. Et là, il apparaît que lorsque un des 2 organes de promotion de l'égalité, UNIA ou l'Institut pour l'égalité hommes-femmes, intervient, le taux de réussite est de 66%. Lorsque les victimes sont seules en justice, donc sans le soutien, le taux de réussite descend à 33%. Et donc sur 10 ans de temps, c'est vraiment l'ensemble, et c'est des centaines et des centaines de dossiers judiciaires, il apparaît que quand l'organe pour l'égalité de traitement est parti à la cause, on a 2 fois plus de chances de réussite. Alors, je pense que c'est lié au fait que, d'une part, la législation antidiscrimination, pour finir, est relativement méconnue par les professionnels du droit, que ce soit les magistrats, les avocats, les auditorat du travail, etc. C'est un contentieux qui est, somme toute, par rapport à l'ensemble du contentieux, relativement minoritaire. Et que quand on est là, on a une action tout à fait active et proactive, et nos juristes travaillent sur les conclusions, on ne peut pas plaider nous-mêmes, mais on fait un vrai travail d'expertise. On doit aussi être au clair sur le fait que, dans nos propres pratiques, nous sélectionnons aussi des dossiers. Et nous n'allons pas en justice dans et donc s'il y a entre guillemets un mauvais dossier, la victime peut aller en justice, mais on ne va pas le soutenir parce que nous ne sommes pas convaincus qu'il y a de la discrimination ou parce que les preuves sont trop limitées. Et donc cette différence entre 33 et 66% peut aussi se justifier par nos propres pratiques. On doit être lucide là-dessus. Mais quand même, ça montre sur les actions en justice. Mais la plupart des dossiers, notamment en matière de discrimination, sont résolus par des solutions extrajudiciaires. Et nous avons sur notre site, on rend public les solutions extrajudiciaires. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas dans la législation luxembourgeoise parce que c'est une situation assez unique au niveau européen. Dans la loi belge, il y a en matière de discrimination des dommages et intérêts forfaitaires qui sont prévus. S'il y a une discrimination en matière d'emploi, le dommage et intérêt ne doit pas être démontré, c'est 6 mois de salaire brut. En matière de biens et services, le dommage et intérêt forfaitaire est plus petit, et donc nous plaidons pour qu'il soit augmenté, c'est 1 300 € en cas de discrimination en matière de logement Horeca, qui peut descendre dans certaines circonstances à 650 €. Mais le fait qu'il y ait des dommages et intérêts forfaitaires fait que quand nous négocions et quand on va en conciliation pour essayer de trouver une solution, si la discrimination est reconnue, automatiquement on dit, eh bien, la victime a droit à autant.
Et ça nous permet d'obtenir des transactions formelles qui sont signées par toutes les parties, par UNIA, par la victime et par l'auteur, dans lesquelles des dommages sont octroyés sans devoir passer en justice. Et en matière d'emploi, on arrive à des montants de 8, 10, 15, 20, le cas le plus important, ça a été plus de 35 000 € qui ont été payés sans devoir passer en justice parce que la loi prévoit des dommages et intérêts forfaitaires. L'intérêt de l'institution, de l'entreprise ou du service qui discrimine de passer par cela, c'est qu'ils évitent un procès et ils évitent ce qu'on appelle le name shaming. Souvent, dans les conventions de transaction, il y a une obligation de confidentialité, de discrétion, d'anonymisation. Et donc ça, c'est le prix à payer, si on veut, pour trouver la solution. Et dans ces transactions, nous, en tant qu'UNIA, troisième partie, on cherche toujours à ce qu'il y ait un engagement de la part du discriminateur de changer ses pratiques, de changer sa réglementation de manière à ce qu'il y ait un impact structurel. Et ce n'est pas uniquement faire obtenir une indemnité ou une satisfaction pour la victime, mais nous, on est là, on s'engage à ce qu'il y ait notamment un cycle de formation IDIV, et c'est pour ça qu'on l'a développé, je vous en ai parlé tout à l'heure, etc. Sur les avis et recommandations, il est beaucoup plus difficile pour nous d'établir un taux de succès. Parce que, d'une part, on n'est pas le seul à mener des recommandations, la société civile, d'autres organisations, d'autres institutions. Et donc, lorsqu'un combat aboutit, par exemple, lorsque l'État fédéral met en place un cadre pour des actions positives, bien sûr, nous avons joué un rôle, mais ce serait présomptueux de ma part de dire que c'est uniquement nous. D'autres plaident pour ça. Lorsqu'on met en place des actions pour lutter contre le profilage ethnique, la société civile s'est mobilisée là-dessus aussi, sur le profilage ethnique, et donc on obtient des résultats avec des changements, des pratiques, des recherches, etc. On y contribue, mais dans quelle mesure ? Par contre, là où je pense qu'on a le plus d'impact, c'est lorsque, d'initiative ou sur consultation, et c'est souvent sur consultation, nous apportons des avis sur des projets et des propositions de loi, ou de décrets, ou de réglementation. Et lorsqu'on est pris assez tôt dans le processus, on est vraiment en dialogue, soit avec les administrations et les cabinets ministériels, soit avec le Parlement, où on formule toute une série d'avis qui sont parfois très, très techniques, sur des concepts, des mots, etc. Et là, on voit un impact. À côté de ça, on a des recommandations qu'on répète d'année en année et qui n'avancent absolument pas. Pour vous donner un exemple d'une recommandation extrêmement ancienne, la Constitution belge prévoit que les emplois publics sont réservés aux Belges, sauf exception, donc nationalité belge sauf exception, étendue aujourd'hui aux Européens dans le cadre de l'Union européenne. Nous recommandons de basculer les choses et de dire qu'en principe, tous les emplois publics sont ouverts à tout le monde, sauf une liste limitative de fonctions régaliennes sur lesquelles la nationalité belge ou la nationalité européenne, et donc de basculer, et ça c'est une recommandation qu'on a depuis 20 ans, il y a des propositions, mais la Constitution ne change pas, elle est toujours telle qu'elle est. Une toute petite, un petit commentaire sur les questions d'enseignement, puisque Madame posait la question sur les discriminations dans l'enseignement. On a publié en 2018 un baromètre de la diversité enseignement. Et ce qu'on a fait, je pense que vous l'avez un tout petit peu évoqué, on a fonctionné avec un système de vignettes auprès des enseignants. Les vignettes, c'est-à-dire qu'on a décrit les situations d'élèves en fin d'année. Et on a choisi, forcément, c'est les chercheurs qui ont fait ça, ce n'est pas nous personnellement, ont été choisis des situations qui sont vraiment à la limite. Est-ce qu'on réussit ? En Belgique, on peut réussir avec restriction, c'est-à-dire qu'on passe une année, mais on doit passer dans une filière technique ou professionnelle, ou est-ce qu'on échoue ? Et dans les vignettes, la seule chose qui changeait, c'était soit le statut socio-économique des parents, soit c'était des parents qui étaient médecins, avocats, etc., soit c'était des parents qui étaient au chômage, soit c'était des parents qui étaient dans une classe moyenne, etc. Changer le genre, c'était parfois une fille, parfois un garçon, et changer l'origine simplement sur le nom. C'était les seules choses qui changeaient. Et on voyait que pour des résultats scolaires identiques, les enseignants donnaient des résultats différents. Certains passaient plus facilement que d'autres, certains étaient plus orientés vers le technique et professionnel, avec des effets de genre
les filles étaient globalement plus facilement orientées vers le professionnel, etc. Et des effets tout à fait paradoxaux. C'est-à-dire qu'un jeune Belge, d'origine belge, très clairement, de statut socio-économique élevé, va avoir un échec et recommencer son année, mais dans une filière qui est perçue comme une filière d'excellence. Et l'enseignant va dire « oui, mais c'est un accident, mais on va lui donner toutes ses chances de pouvoir poursuivre dans cette filière d'excellence pour pouvoir continuer ». Tandis qu'avec le même résultat, un jeune d'origine étrangère va être orienté vers une filière technique et professionnelle qui est perçue malheureusement, et ça c'est un problème en Belgique, comme étant dévalorisé de manière importante. Merci beaucoup. Je passerai la parole à M. Doquier pour la question de qu'est-ce qui est un vrai luxembourgeois ou pas. Natif luxembourgeois, pardon, natif luxembourgeois, excusez-moi. Ok, ça marche, parfait. Donc, dans la construction de la base de sondage, on a utilisé les données de l'IGSS du registre où on a le pays de naissance. Et pour nous, le natif, c'est quelqu'un qui est né au Luxembourg. On est bien conscient que parmi ces natifs, on a beaucoup de personnes de deuxième, troisième génération. Et on aurait souhaité évidemment avoir des choses à dire intéressantes sur les deuxième, troisième générations et de les situer par rapport aux premières générations et par rapport, disons, aux natifs dont les deux parents, voire les grands-parents, sont aussi luxembourgeois. Alors on a essayé de faire cet exercice. On a demandé dans le questionnaire qu'on a envoyé à la population la nationalité des parents et le lieu de naissance des parents. Et on aurait souhaité sortir des chiffres sur les deuxièmes générations. Mais finalement, on s'est retrouvé, Michel, tu me corriges, mais on s'est retrouvé avec des chiffres de deuxième génération dans notre échantillon de répondants qui était relativement faible et on n'a pas pu exploiter ces chiffres-là. Pour avoir une estimation assez précise du comportement d'un groupe, et notamment d'une deuxième génération dans ce cas de figure, on a besoin soit d'un groupe dans lequel le comportement est très homogène. Alors même avec très peu d'observations, si le comportement est très homogène, tout le monde se comporte de la même façon et on peut caractériser ce comportement. Ou bien, si le comportement est très hétérogène, on a besoin de beaucoup d'informations, donc de beaucoup de réponses. Et là, on était dans une situation où l'hétérogénéité des réponses et le nombre de répondants étaient beaucoup trop faibles pour pouvoir être exploités. Donc c'est la raison pour laquelle on n'est pas allé au stade, comme l'a fait Vida, par exemple, elle a discuté du problème des deuxième, troisième générations. On n'a pas été capable statistiquement d'aller vers cette étape-là et de distinguer les personnes nées au Luxembourg de parents luxembourgeois des personnes nées au Luxembourg de parents étrangers ou d'un parent étranger. Donc, a priori, les luxembourgeois qui subissent des discriminations seraient a priori des personnes potentiellement racisées ou ayant un background migratoire comme les 61% de la population luxembourgeoise. Oui, potentiellement. Elles ne se retrouvent pas, par exemple, dans la population qu'on a caractérisée comme d'origine portugaise, parce que là, de nouveau, pour l'origine portugaise, on utilise le pays de naissance. Si maintenant elle se retrouve dans la population et qu'elle s'auto-identifie comme une population de couleur, alors elle va se retrouver dans nos statistiques sur les personnes de couleur. Malheureusement, avec 3000 réponses et avec l'incapacité en fait, de stratifier l'échantillon sur base de l'origine des parents, on ne pouvait pas faire mieux. La statistique sur l'origine des parents n'est pas disponible dans la base de registre, en fait. Concernant la question sur la discrimination dans l'enseignement, qui est principalement perçue par les Portugais, mais pas seulement, elle est aussi perçue de manière significative par les musulmans ou par les personnes de couleur noire. La seule chose que je connais, c'est l'évidence anecdotique que, ici, dans le système d'éducation au Luxembourg, c'est exactement ce que M. Charlier a annoncé, l'envoi vers des filières d'excellence ou vers des filières techniques, des filières professionnelles, n'est pas quelque chose d'homogène entre les origines. Et notamment, la communauté portugaise se retrouve, ou les enfants de la communauté portugaise se retrouvent davantage orientés vers ces filières. Alors, je ne sais pas si des mesures ont été prises pour... j'imagine que c'est des problèmes qui ont été discutés à des niveaux supérieurs de décision. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'objectiver cela.
On a ces évidences anecdotiques, mais on pourrait les objectiver de la même manière que ce que vous aviez procédé avec les vignettes. On a vraiment en tête de réaliser ces tests d'association implicite qui ont été réalisés dans de nombreux pays, à la fois sur le marché de l'emploi, mais aussi dans l'enseignement. Et notamment en Italie, il y avait cette étude très intéressante où les enseignants italiens ont été soumis à ces tests. En gros, pour caricaturer, vous avez des adjectifs à connotation positive ou négative, et puis des noms à consonance étrangère ou à consonance, disons, native. Et le temps de réaction que les personnes prennent pour associer un nom positif avec un nom étranger est révélateur, quelque part, de leur biais inconscient. Alors, vous pourriez penser que c'est purement expérimental et un peu tiré par les cheveux, mais en fait, la corrélation qui existe entre les grades, les scores, les notes qui sont données aux étudiants en Italie et ce biais inconscient, la corrélation est très très forte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on fait cet exercice, on peut aussi influer sur le niveau de discrimination. Si on pose aux enseignants la question